Madame, Messieurs, merci de nous rester fidèles dans votre émission sur votre chaîne Wab Info TV. Bienvenue dans ce nouveau numéro Décryptage Info. Dans cette émission, nous allons essayer un peu de parler du processus électoral en cours, mais aussi l'actualité sécuritaire en province du Nord Kivu. Dans quelques minutes, je vais vous présenter notre invité. Restez connectés. Comme je vous l'ai dit à l'introduction de cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Yvan Simouraï, acteur politique en Provence et porte-parole du BYREC parti cher Julien Paluku, actuel ministre de l'Industrie. Monsieur Yvan Simouraï, bonjour, comment allez-vous? Bonjour très cher Gloire, je vais bien. Je souhaite mes vœux les meilleurs et de prospérité pour cette année 2023 à tous les téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent en ligne au travers de cette émission. Alors, comme je l'ai dit, on va parler du processus électoral. Jusqu'à ce niveau, d'abord, vous, comment vous analysez le déroulement de l'identification et l'enrôlement des électeurs qui a débuté depuis décembre 2022? Merci pour la question. De prime abord, il faut comprendre que le train est déjà en marche. C'est qu'il y a déjà le processus qui est lancé. La CENI est en train de faire de son mieux pour que les calendriers soient respectés, que les délais constitutionnels soient respectés. C'est parce que c'était vraiment le tendon d'Achille pour la démocratie congolaise en cette période où nous avons assisté à la première alternative pacifique entre deux chefs d'État République démocratique du Congo vivants. Et donc, c'est une opportunité de constater que nous continuons avec le cycle électoral pour la 4e fois et que l'identification des électeurs s'est fait, bien que ce soit par palier, suite aux différentes raisons qui sont d'ailleurs légitimes. Parce qu'il faut comprendre que avec la crise économique causée par le Covid-19, avec les problèmes sécuritaires, il était quasiment impossible que nous puissions mobiliser assez de moyens pour enrôler tout le monde au même moment. Et surtout que cette fois-ci, la CENI a plus misé sur la qualité du processus que sur la quantité. Donc, avec ce premier palier qui concerne Kinshasa et certaines provinces de l'Ouest, c'est déjà des avancées considérables qui sont enregistrées, bien qu'il est à remarquer certaines erreurs au niveau technique, suite même à la qualité de certaines cartes qui ne sont pas dues au processus, mais qui sont dues peut-être à l'inefficacité de certains opérateurs devant leur machine qui n'arrivent peut-être pas à bien assimiler la machine d'identification. Donc voilà les quelques problématiques qu'on peut y trouver. Et d'ailleurs, une rose ne manque jamais d'épines, donc c'est tout à fait logique. Et parce que vous avez parlé de la carte, croyez-vous que la CENI est mal partie avec cette mauvaise qualité de la carte que beaucoup de gens ont décriée jusqu'à maintenant? Est-ce que selon vous cela pourrait ou va impacter déjà sur l'organisation des élections, mais aussi sur la confiance de la CENI? Pas du tout, parce que tout simplement, d'abord, il ne faut pas dire qu'il y a une mauvaise qualité de la carte. Il y a certaines cartes dans la masse, dans les colis, qui n'ont pas su sortir en bonne qualité. Ce n'est pas la globalité de production qui est en mauvaise qualité. Il faut reconnaître que certaines innovations sont à la base de ce que nous sommes en train de constater. D'abord, l'imprimante qui est utilisée aujourd'hui, c'est l'imprimante à fibre thermique. C'est-à-dire, c'est une imprimante qui imprime sur base de la chaleur. Du coup, ce n'est pas l'encre. Et cette imprimante, dans le monde entier, imprime toujours en noir et blanc. Ce n'est plus en couleur comme c'était le cas dans les années passées. Je sais que beaucoup de nos mamans... La CENI s'était justifié que c'est pour réduire les coûts.
aiment beaucoup mettre le make-up et ils aimerions peut-être que même les rouges à lèvres soient visibles sur la carte d'électeur, mais il faut comprendre que c'est la modernité, c'est avec cette imprimante que nous travaillons aujourd'hui parce que tout simplement, les nouvelles cartes que nous avons, ce sont des cartes en plastique. Ce n'est plus les cartes en papier comme on l'avait dans les processus passés où tu pouvais te mouiller sous la pluie et que la carte s'abîme automatiquement, mais ce sont des cartes en plastique qui, même en entrant dans les lacs, vous pouvez sortir avec ces cartes sans pour autant que ça soit intact. Avec ces exigences, il fallait que l'imprimante qui soit utilisée, que ce soit une imprimante thermique. Voilà la raison de la couleur noir-blanc. Mais cependant, comme je l'ai dit tantôt dans les préambules, c'est qu'il y a certaines machines, certains opérateurs qui n'arrivent malheureusement pas à bien fonctionner avec la machine. Du coup, certaines photos semblent ne pas satisfaire certains individus qui sont des cas, en tout cas isolés, mais je pense que cela ne pourra pas entraver la bonne poursuite de ces processus d'enrôlement parce que tout simplement, ce dont l'on a besoin, ce sont les identités de la personne qui sont là avec ses empreintes qui sont bien identifiées parce que cette fois-ci, on prend les empreintes de tous les 10 doigts de la main de l'individu. Donc, les éléments importants, c'est qui est vu, la photo porte peu. Mais la CENI s'était justifié que, mais aussi c'est pour réduire les coûts du processus. Bon, justement, tous les moyens sont bons pourvu d'atteindre l'objectif. Réduire les coûts, c'est parce que tout simplement, le processus est lancé avec comme bailleur des fonds des gouvernements congolais. Et nous savons que le gouvernement congolais a plusieurs chats à fouetter avec ce qui se passe à Butchougou et dans les Massissi. La question sécuritaire qui est une question très pendante, mais cependant, il y a des gens, des oppositions, des gens mal intentionnés qui ont voulu prêter des intentions au président de la République Félix Antoine Tshisekedi et au gouvernement congolais, soit disant qu'il y a un glissement qui serait en train d'être cherché. Alors, pour éviter cela, nous faisons avec les moyens que nous avons, ben nous faisons tout pour que le travail qui sera fait soit un travail de qualité. Voilà pourquoi tout le monde s'investit dans la mobilisation des masses, tout le monde s'investit dans la sensibilisation pour que les gens comprennent que peu importe avec les moyens que nous avons, nous pourrons faire quelque chose de bien qui sera appréciable par la communauté internationale, mais aussi et surtout par le peuple congolais. Et qu'est-ce qui pourrait, selon vous, décrédibiliser la CENI jusqu'à ce niveau? Bon, certains éléments du passé pourront refaire surface. Comme vous le savez bien, la CENI a plusieurs cadavres dans les placards qu'il faut essayer un peu d'encourager, et plutôt de corriger. Je suis en train de voir principalement l'enrôlement des étrangers, surtout dans des zones rouges et des zones trop exposées comme le Nord Kivu et l'Ituri, où nous avons vu certains voisins qui aiment toujours être des Congolais et qui aimeraient venir troubler notre enrôlement avec les infiltrations. Donc, il faut que la CENI puisse faire très attention avec l'enrôlement des Congolais de l'étranger, parce qu'il est possible qu'il y ait des Congolais à l'étranger qui ne le sont pas. Donc, il faut que leur carte, leur passeport soit bien checké pour que l'on ne puisse pas avoir des infiltrés dans ce processus d'enrôlement. C'est un point qui pourrait entraver la responsabilité ou plutôt l'image de la CENI. Deuxièmement, il faut comprendre qu'il y a la question liée à la logistique même sur les différents centres d'enrôlement, parce qu'il y a eu des années où on a vécu des situations malheureuses où dans certains centres d'enrôlement, il n'y avait pas de machines pour enrôler les gens, mais l'endroit en question est considéré comme un centre. Et du coup, il y a des gens qui ont crié déjà aux fraudes pendant qu'on n'était pas encore là. Il y a la question liée à ces agents de la CENI qui vendent le processus électoral, parce que ça n'est passé à Kinshasa et au Nord Kivu. On le savait déjà que dans les années passées, il y avait des gens qui achetaient la carte d'électeur. Une personne qui n'est pas habilitée à avoir la carte et qui amène l'argent, et vous voyez sur sa carte, on écrit territoire Massissi, localité Kiavinyonge, plutôt localité Uvira, village Minova. Tu te poses la question, est-ce que ça concorde pas avec la situation géographique du Nord Kivu? Donc, tous ces éléments-là doivent être checkés de près pour permettre à ce que ces processus ne puissent pas être entravés par des fautes et des erreurs qui pourront pousser les opposants, pousser les personnes de mauvaise foi à disqualifier les processus en soi.
Et vous, à votre niveau en tant qu'acteur politique, qu'est-ce que vous faites dans le cadre de sensibiliser la population afin de s'enrôler massivement? Je pense que les actions que nous sommes en train de poser, personnellement, Yvan Simouera et avec mon parti politique, le BIREC, sont déjà en train d'être consommés par la population du Nord Kivu. Déjà, nous signalons que nous sommes l'unique, en tout cas acteur politique dans le Nord Kivu, à sensibiliser la population dans ces processus électoraux. Comme vous l'avez vu sur des réseaux sociaux, dans des émissions, nous passons pour appeler les gens à les sensibiliser dans certaines innovations qui sont en train d'être observées dans ces processus électoraux. Par exemple, la question liée à la perte de la carte d'électeur. Vous savez, nous sommes sur une zone rouge où il y a le phénomène 40 voleurs qui a quasiment dévalisé plusieurs maisons, pratiquement dans la ville de Goma. Et il y en a ceux qui ont été volés des sacs dans lesquels ils ont trouvé leur carte d'électeur avant, parce que le processus est que vous venez dans les centres d'enrôlement avec votre carte d'électeur ancienne, vous la remettez à la CENI et on vous donne une nouvelle carte. Maintenant, ceux qui ont perdu leur ancienne carte, on leur exige beaucoup de procédures, mais les plus faciles sont celles-ci. La première des choses, c'est que vous devez avoir 3 personnes, 3 témoins qui se sont enrôlés dans les mêmes centres où vous voulez vous faire enrôler. Ces témoins-là vont témoigner en votre faveur pour vraiment préciser que vous habitez dans leur entité. Ça, c'est primo. Mais vous devez aussi être muni d'une lettre du chef du quartier qui certifie que vous êtes un habitant de cette entité. Ça va permettre à ce qu'il y ait des véracités parce que nous voulons aussi lutter contre la fraude des étrangers. Deuxièmement, il y a ceux qui détiennent le permis de conduire. Ces gens-là, même s'ils ont perdu leur carte d'électeur passée, pourront se faire enrôler avec leur permis de conduire. Il y a ceux qui ont des passeports. Ces gens-là peuvent se faire enrôler avec leur passeport, même s'ils n'ont plus leur carte d'électeur. Il y a les élèves, c'est-à-dire des nouveaux majeurs, ceux qui viennent à peine de totaliser 18 ans au-delà. Ceux-là peuvent aussi s'enrôler avec leur carte d'élève, mais aussi les étudiants qui pourront aussi se faire enrôler avec leur carte des étudiants. Je peux juste préciser une chose, c'est que la lettre que les chefs de quartier doivent vous donner, elle est gratuite. Tout le processus est gratuit. N'acceptez pas qu'un chef de quartier puisse vous soudoyer de l'argent pour que vous puissiez avoir la lettre de recommandation. Elle est gratuite. Donc voilà les quelques éléments de base que nous aimerions signaler pour que les gens puissent comprendre que l'enrôlement commence ici le 16 février dans la ville de Goma et dans la province du Nord Kivu. Il faut que tout le monde s'apprête pendant les premières semaines pour avoir des cartes. Parce que la situation qui arrive après, personne ne sait ce qui peut se passer et qui peut pousser à ce que les processus puissent s'arrêter avant que tout le monde puisse s'enrôler. Parce que la culture est que la plupart des habitants de Goma attendent que nous puissions arriver dans la dernière semaine pour aller chercher des cartes. Et pourtant, il y a les problèmes de l'encre, il y a les problèmes logistiques, il y a toutes ces difficultés qui peut-être poussent certains centres à fermer avant les temps sans que tout le monde puisse être enrôlé. Voilà les quelques éléments de base que j'aimerais en tout cas mettre à la disposition des populations qui nous suivent à travers ces moments pour qu'ils puissent embrasser ces processus et continuer avec les élections qui arrivent. Merci beaucoup. Nous sommes en train de parler du processus électoral. Comme il a dit, nous allons dans la province du Nord Kivu du 17 jusqu'au mois de mars. Ça va être l'enrôlement, comme on le prévoit le calendrier de la CENI dans la deuxième ère opérationnelle. Alors, Yvan Simouera, les élections, c'est déjà le 20 décembre de cette année. Comment vous vous préparez déjà? Comme la ville de Goma le sait, je suis ambitieux candidat en tout cas dans la circonscription électorale de Goma. Nous avons commencé à se préparer depuis février 2011. C'est là que nous avons embrassé la carrière politique et que nous avons commencé à baliser les chemins pour ce grand processus. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes prêts. Et la première des actions que nous sommes en train de poser, outre les actions sociales, parce que ça, nous avons fait autant, mais étant de la culture chrétienne, étant un fervent chrétien, la Bible me recommande que ce que la main droite a donné, la main gauche ne doit pas, elle n'est pas obligée de savoir. Donc il y a des actions sociales que nous menons, mais dans les actions politiques, nous sommes dans l'offensive, dans différentes émissions médiatiques, pour montrer la pensée positive de la direction que le pays doit avoir. Comme on l'a toujours dit, ce pays n'a plus besoin du changement. Nous avons tenté le changement depuis bien avant, ça n'a pas tenu.
En 1885, on a cru que les changements étaient la subdivision de l'Afrique. On a subdivisé l'Afrique, mais l'Afrique a été ingérable. On est passé par une propriété privée de Léopold II. On a indexé le Congo à la Belgique en 1909. Les changements n'ont rien apporté. On a cru que l'indépendance peut-être serait les changements qui pourraient amener le Congo à émerger. On est passé à l'indépendance, ça n'a pas tenu. Les problèmes étaient à ce moment-là, Lumumba, on a cru que changer Lumumba par Tshombe, la chose arrivera. Donc, quand vous regardez les différents changements que le Congo a reçus, vous allez vous rendre compte que les changements n'est plus d'actualité au Congo. Ce que le Congo a besoin, c'est la transformation, qui est un processus qui arrive avec le temps, qui arrive après la préparation. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, au travers même les différentes sensibilisations que nous sommes en train de faire avec la jeunesse, pour voir de quelle manière la jeunesse pourrait s'accaparer ces processus électoraux et voter les jeunes compétents qui vont actualiser, par exemple, notre arsenal judiciaire. La plupart des lois que nous avons, ce sont des lois Yakala, donc les lois qui ne sont plus d'actualité et qui ne sont plus conformes à ce que nous vivons aujourd'hui. Du coup, il faut qu'il y ait des gens compétents qui doivent actualiser ces lois, qui doivent amener une nouvelle manière de diriger la nation pour que nous puissions avoir l'émergence et la renaissance du Congo. Les actions sont vraiment nombreuses, mais je m'attelle plus au niveau de la sensibilisation, je m'attelle plus au niveau de la dénonciation, parce que j'ai été plusieurs fois emprisonné pour des questions sécuritaires de la ville de Goma, là où ça n'allait pas. J'ai mis ma tête à couper et les gens ont pensé que c'était l'opportunité de me faire taire, mais cependant c'est aussi une manière de m'élever. Donc je suis le précurseur de cette fameuse demande qui sollicite à ce que l'on puisse délocaliser les cas Katindo et les cas Mosese. Je m'en félicite parce qu'aujourd'hui, la plupart des acteurs politiques ont compris, ils sont en train de m'accompagner dans ça. Mais ceux qui sont dans la politique depuis 2015 savent que la première des personnes qui avait soulevé la thèse de la délocalisation de ces deux camps comme étant les épines dans la botte sécuritaire de la ville de Goma, c'est Ivan Semoueraï. Donc les actions sont légion, nous ne pourrons pas tout parler parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé ma préparation depuis 2011 et lorsque la préparation croise l'opportunité, le succès est inévitable. Et aujourd'hui, je suis un outsider dans les élections de la ville de Goma. Les lions de la commune de Karissimbi. Les lions de la commune de Karissimbi est vraiment préparé et je pense que c'est pour la grande dame de toute la population de la ville de Goma en général qui pourront en bénéficier. L'actualité oblige, il y a aussi cette question d'insécurité dans la province du Nord Kivu, le M23. Récemment, ils ont annoncé où ils se sont retirés des Rumangabo, mais entre-temps, ils s'en prennent toujours à d'autres localités du territoire de Rutshuru. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas vraiment leur vraie stratégie. Est-ce une hypocrisie ou est-ce une façon de se moquer du gouvernement congolais? Qu'est-ce que vous en pensez de cette question? Pensez-vous que cette question d'insécurité va impacter négativement sur la bonne tenue du scrutin électoral qui sera organisé d'ici décembre 2023? Tout à fait. D'abord, il faut comprendre que la pratique démocratique n'autorise pas que les élections se fassent dans un milieu qui est sous état de siège. Parce que l'état de siège, c'est la Constitution? Non, la pratique démocratique. Okay. Je dis bien la pratique démocratique. Ce qui est courant dans tous les lieux. Parce que nous ne devons pas faire de la loi une fétiche à laquelle personne ne peut déroger. Sheria iko ulozi. Non. Il y a certaines choses qui accompagnent la loi, on les appelle les us et coutumes du droit. Et ces us et coutumes, ce sont des pratiques qui se font partout ailleurs et qui sont considérées comme étant des règles qui doivent être observées. Et dans la règle démocratique, on ne peut pas organiser les élections dans un milieu sous état de siège. Parce que c'est un milieu qui est sous un régime spécial et dont la sécurité est renforcée. Les conséquences qu'on veut éviter, c'est que lorsqu'on organise un scrutin là où il y a une forte militarisation, il y a une possibilité que les militaires dictent leurs lois sur les choix des électeurs. Alors du coup, ça peut facilement laisser cours aux fraudes, ça peut facilement laisser cours à des différentes tracasseries, comme ça se passe dans des milieux les plus reculés sous contrôle des groupes armés, où un monsieur paye les leaders de ces groupes armés pour que tous les centres là-bas, que l'on puisse mettre les bulletins qui portent son nom. Et du coup, les électeurs, quand ils viennent voter, les militaires les chassent et on met
les bulletins de ces personnes et ils passent comme députés. Donc ces éléments-là ne permettent pas à ce que l'on puisse bien passer les élections et ces processus. Mais cependant, moi j'ai l'impression que le M23 est en train de considérer le gouvernement congolais comme le dindon de la farce. Parce que tout simplement, on est en train d'assister à un jeu de ping-pong, à un jeu d'échecs où je vous cède cette localité et moi je prends cette localité. Or, ça ne peut pas malheureusement jouer en faveur non pas du régime, mais aussi du président de la République. Parce que tout simplement, ce qu'il faut savoir, que nous sommes à moins d'une année des élections. Ouais. Il faut avoir un bilan pour dire à cette population. Et le mieux de bilan que le président Tshisekedi a présenté, c'est la stabilisation de cette région. Et pour y arriver, il faut mettre hors d'état de nuire ces groupes terroristes qui est les M23, qui est une couverture du Rwanda. À l'occurrence, et surtout qu'il faut le signaler, le M23 est monté au créneau sous état de siège. Quand l'état de siège n'était pas là, le M23 n'était pas là. Alors du coup, nous sommes dans l'obligation. Ça veut dire que c'est un échec de l'état de siège. Ce n'est pas encore un échec parce que nous ne pourrons pas enterrer l'état de siège. L'état de siège est toujours là. Parce qu'une seconde avant la mort, c'est toujours la vie. Ouais. Donc on peut espérer qu'à la dernière minute, on peut être en mesure de mettre hors d'état de nuire tout ce qui se passe, les situations négatives, et les M23, et la situation se gagne, et on lève l'état de siège. Donc ce qui est à faire ici, c'est de penser d'abord aux actions offensives. Nous, dans notre parti politique, le direct, nous soutenons la vision du chef de l'État, ouais. Nous soutenons la bonne foi du chef de l'État, nous soutenons les actions du chef de l'État, mais nous donnons aussi des propositions. Et notre proposition est que nous puissions d'abord penser à une action offensive. C'est-à-dire, nous tabassons les M23 sur les champs de bataille, et après nous passons aux négociations. S'il faut que l'EAC arrive pour faire une zone de tampon, mais il faut comprendre aussi qu'on ne fait que la zone de tampon entre des armées de pays qui se battent. Mais pas entre un pays et un groupe armé. On peut Parce que vous avez parlé de négociations, il y a les députés nationaux, pour ne pas les citer, Jean-Baptiste Kasseur, qui a dénoncé ce qu'il qualifie d'un bouclier que les soldats de l'EAC sont en train de mettre à ces terroristes afin de pousser le gouvernement congolais aux négociations. Bon, Kasseur n'a pas raison. Kasseur n'a pas raison parce que tout simplement, vous savez, d'abord, nos députés, ils ont cette manie de ne pas prendre beaucoup de temps sur terrain. Il faut arriver sur terrain pour voir les réalités et puis parler. Les réalités sur terrain font état que le M23 est soutenu par le Rwanda et l'Ouganda, qui ont des armées organisées, des armées financées par la communauté internationale et des armées qui ont eu un temps large de s'organiser. Que les FARDC n'ont pas. Ouais. C'est alors récemment que le régime d'autorisation a été levé contre l'achat des armes de l'RDC. Alors, avec cette faiblesse, et surtout que nous savons que le conflit que nous avons ici, c'est un conflit transfrontalier. Parce que quand on nous parle, par exemple, d'IADF Nalu, c'est un groupe terroriste ougandais, qui n'est pas congolais. Quand on nous parle des FDLR, c'est un groupe armé rwandais qui n'est pas congolais. Du coup, avec la sous-région de l'EAC, cette collaboration, elle est la bienvenue pour permettre à ce que la vérité puisse éclater. Parce que quand on nous battait avec les M23 seulement, les mauvaises langues disaient que c'est une rébellion congolaise qui se bat contre l'armée congolaise. Et dans ce moment-là, la guerre devient légale. Mais quand la force de l'EAC arrive sur terrain et qu'il y a des preuves qui démontrent noir sur blanc que les M23, dans ces troupes, il y a des citoyens rwandais qui s'y trouvent, alors vous comprenez qu'au niveau de la plaidoirie, au niveau de différentes actions diplomatiques, l'RDC peut en trouver gain. Et on ne peut pas dire que l'EAC vient pour faciliter les M23 à créer un bouclier, non. Mais jusqu'à maintenant, ça ne change pas parce que les affrontements continuent. Bon, avant les EAC, qu'est-ce qui changeait? D'ailleurs, le M23 gagnait en terrain. Le M23 gagnait en terrain. Je ne minimise pas les efforts de l'armée congolaise. Je sais que les militaires congolais sont déterminés à ne pas céder une portion du territoire national. Nous avons l'impression que les militaires de l'EAC ont pris la place du FARDC. Non, c'est pas ça. Les EAC ne se battent pas. Ce qui est sûr, les zones occupées par les M23 sont cédées à l'EAC pour raison d'enquête. Avec ce qui s'est passé à Kichiché, il y a eu beaucoup de gens qui ont dénoncé, et c'est vrai, des massacres, des multitudes de gens. Alors, le milieu qui occupe les M23, il est supposé qu'être un milieu où toutes les extractions peuvent se passer. Alors, une fois que les M23 se retirent, l'EAC occupe
pour commencer à faciliter aux experts des Nations Unies leur descente pour faire des enquêtes. Mais aussi, c'est pour créer une zone tampon, une zone d'accalmie qui pourra permettre à ce qu'il n'y ait pas de violations, comment dirais-je, des stratégies. Ouais. Vous savez, en 2013, c'est alors que les M23 voulaient se retirer, fait une offensive qui avait porté une victoire écrasante sur les M23. Et ces gens-là ont réclamé à ce que ça puisse être pareil. Nous, on a dit ceci. L'important serait d'organiser d'abord cette table ronde que le président de la République avait promis pour la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Parce qu'il y a certaines réalités que nous devons dire au chef de l'État en face. Très souvent, ceux qui gèrent ne disent pas la vérité. Et on ne peut pas mettre confiance à 100% à ceux qui gèrent. Voilà pourquoi cette table ronde était très capitale pour que nous puissions parler la vérité au chef de l'État et après voir de quelle manière on peut conjuguer les efforts ensemble pour voir de quelle manière on peut arriver à une solution durable qui va être au bénéfice de ces populations qui sont à Kanyaruchinya. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un déplacement là-bas, mais moi j'y étais. J'ai fait des dons de l'autre côté. Il faut vous rendre compte que les familles sont en souffrance. Et nous ne pourrons pas, en tant que candidats, en tant que bouche autorisée, arriver à tolérer que cette population puisse souffrir comme ça, parce que je suis orgueilleux, je n'aimerais pas qu'il y ait des négociations. Certes, qu'il y aura un moment, on ne le souhaite pas, mais il y aura toujours un moment où il faut se mettre tout autour d'une table, que ce soit avec les M23, que ce soit avec les Rwandais, que ce soit avec l'Ouganda, nous allons toujours parler, mais pour y arriver, il faut que nous soyons en position de force. Et l'unique moyen de nous mettre en position de force, c'est d'attaquer. Tous ces Sukhoi qui sont en train de sillonner la ville de Goma et la province de Nord doivent entrer en action, bombarder les positions ennemies, mettre l'ennemi dans une position de faiblesse, afin que les brebis galaises, congolaises, qui sont celles du M23, puissent être récupérées. L'unique chose qu'on a dit, l'intégration au sein des forces armées, ça, en tout cas, ce n'est pas négociable. Ceux qui veulent intégrer doivent suivre la procédure normale. Mais l'intégration sociale et autres, on va apprécier selon le cas. Merci beaucoup, M. Van Simera. Nous sommes en train de cheminer petit à petit vers la fin de cette émission. Une dernière question. Nous allons être déjà à la 4e expérience dans les organisations des élections. Je parlais de 2006, 2011, 2018, bientôt 2023. Mais ces élections ont toujours été décriées ou contestées, soit non démocratiques, non pacifiques ou non transparentes. Qu'est-ce que la CENI peut améliorer selon vous pendant ces processus de 2023? Bon, d'abord, il faut que la CENI respecte les processus en soi. Parce qu'on nous dit que le processus sera semi-électronique, c'est-à-dire qu'il y aura une imprimante qui sert d'office de ce qu'on a appelé la machine à voler, et non pas encore la machine à voter cette fois-ci. Il faut que, quand on vient voter, que cette machine sert aussi d'imprimante, c'est-à-dire l'électeur arrive, il pointe son candidat sur la machine imprime la photo ou les bulletins de ces candidats, et ces bulletins qui est déposé au niveau de l'urne. Ça va faciliter ce que lors du comptage, on va voir les voix qui sont dans l'urne et les votes qui sont au niveau de la machine. On compare les chiffres. Si les chiffres concordent, donc le candidat a été élu. Parce qu'il est déplorable de voir qu'au niveau de la législation, au niveau des élections législatives plutôt, il y a eu beaucoup de candidats qui sont passés comme députés avec 300 voix. Et qui siègent à Kinshasa, qui siègent au niveau des assemblées. Alors qu'il y a des 2000 voix qui sont restées. Il y a d'autres 2000 voix, 6000 voix qui sont restées. Donc il faut que la CENI respecte à soi ces processus électoraux. Secondo, il faut qu'il y ait un respect total des observateurs. Parce que ce sont des gens qui nous facilitent dans la crédibilité des élections. Il faut que ces gens-là aient l'accès à tous les centres possibles pour permettre à ce que les processus se passent bien. Il faut que la CENI respecte cet engagement de vouloir publier les résultats par bureau de vote dans un site que la CENI va créer. C'est très capital. Ça va faire en sorte qu'il y ait la traçabilité des voix. Il faut que l'on arrive à bien sécuriser les votes. Parce que les votes est secret. Qu'est-ce qu'on a pensé des personnes aveugles? Qu'est-ce qu'on a pensé des vieilles personnes? Parce que ces gens-là, quand ils viennent voter, en principe, les votes est secret. Mais quand ils arrivent au niveau des urnes, ils sont obligés de se référer à des personnes qui sont là-bas. Et très souvent, selon les rapports que nous avons, ces gens-là les font voter des mauvaises personnes. Des personnes pour lesquelles ces gens-là travaillent. Et du coup, ça ne permet pas que ça puisse bien se passer. C'est pourquoi moi j'avais proposé à ce qu'il y ait par exemple un système de braille qui peut être introduit dans la CENI pour
que les aveugles puissent voter avec les brailles, comme c'est une écriture qu'ils maîtrisent, ils pourront facilement aussi exprimer leur vote. Les personnes vivant avec handicap, entre autres les albinos, ces gens-là ont du mal à supporter la chaleur. Il faut que dans chaque centre d'enrôlement, ou plutôt dans chaque centre de vote, qu'il y ait des mécanismes qui sont installés pour protéger ces gens-là. Les handicapés physiques qui ont des mobilités difficiles, ces gens-là aussi doivent bénéficier des centres qui sont dépourvus des escaliers. Parce que c'est humiliant pour eux d'être transportés pour aller voter, pour aller s'enrôler et puis d'être encore remis comme des colis. Ces gens-là, en tout cas, tous ces éléments doivent être pris en compte et aussi faciliter à ce que ceux qui vont être élus, cette fois-ci, qu'ils soient les gens qui vont être proclamés. Parce que nous ne voulons pas que cette médiocrité qui est sûre être ressenti dans la législative puisse être pérennisé en RDC. Le problème, ce n'est pas le gouvernement. Le problème, c'est au niveau du contrôle. Lorsque le contrôle est mal organisé, le gouvernement ne peut faire que ce qu'il sait faire. Et à ce niveau-là, il n'y aura pas vraiment un très bon fonctionnement des institutions de la République. Voilà pourquoi, en tout cas, les recommandations sont nombreuses, mais nous espérons que le gouvernement ainsi que tous les acteurs de ces processus vont prendre leurs responsabilités afin que nous puissions avoir le meilleur processus électoral que la RDC n'a jamais connu cette année. Merci beaucoup, M. Evan Simourin. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. En tout cas, c'est à moi de vous remercier. À vous tous, je vous dis merci de nous avoir suivis. Je vous fixe un prochain rendez-vous très prochainement. Au revoir.